Alors, une première question ici à Daniel Kemp, elle est formulée de la façon suivante. Pour cet enfant nouveau, l'éducation devra être complètement réformée. Serons-nous, nous hommes anciens, à la hauteur? Nous devrons nous éduquer d'abord nous-mêmes. Comment ferons-nous? Bon, pour nous éduquer nous-mêmes, il n'y a pas de problème parce que les enfants vont s'en charger. Fait que ça va être déjà une bonne chose. Il va falloir, premièrement, puis c'est d'ailleurs, on n'a pas le choix non plus, le travail sur l'enfant nouveau, on doit le faire sur l'homme, sur la femme. Alors, on doit éduquer les éducateurs, évidemment, avant d'éduquer ceux qui seraient plus jeunes. Première chose que l'homme doit faire, et c'est une chose que vous devez faire, que toute l'humanité devrait faire de toute façon, mais disons que l'humanité n'arrivera pas à le faire tout de suite. On a encore plusieurs centaines d'années avant que tout le monde soit sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Mais lorsqu'on se parle, lorsqu'on communique ensemble, on doit être capable de parler. Disons qu'il y a une vieille expression qui dit d'homme à homme, ou de femme à femme, ou d'homme à femme, mais de mental à mental. C'est-à-dire qu'on doit être capable de se parler sans nécessairement impliquer notre émotivité, sans impliquer notre protection égoïque, sans impliquer notre orgueil, sans impliquer tout le paquet de schémas de l'image qu'on a de nous et l'image qu'on aimerait que l'autre ait de nous autres. Cela veut dire que si à un moment donné, vous me posez une question et que moi je vous réponds, si vous impliquez votre émotion, vous pouvez dire, non, il m'a répondu, mais il est bien bête. Je suis pas bête. Vous êtes bête. Si vous avez cette impression-là. Lorsqu'on parle à un enfant nouveau, lorsqu'on s'adresse à un enfant nouveau, on parle de l'éducation, on parle de quelle attitude avoir, ben c'est le même phénomène. Si on veut essayer de jouer l'enfant, donc d'avoir l'enfant, de manipuler l'enfant, en essayant de l'éduquer par le contexte émotif, ça ne fonctionnera pas. L'homme qui essaie ça va souffrir. Parce que si tu essaies, à un moment donné, d'acheter l'enfant nouveau par le contexte émotif, par du gâteau, par des ci, par des ça, par des plaisirs émotifs, vous allez l'instruire de ce mécanisme de manipulation et lui, non seulement n'attachera pas d'importance, c'est-à-dire que ne se laissera pas embarquer dans votre jeu, mais il va être capable de le retourner sur vous autres, puis vous autres, vous allez embarquer en maudit. Alors, l'enfant nouveau est un enfant qui peut facilement vous faire croire qu'il est beau. Vous allez embarquer dans son jeu, vous allez vous laisser pogner par lui, c'est une affaire, en tout cas, il peut manipuler l'homme, mais c'est d'une façon, et la femme, évidemment, d'une façon absolument écœurante. Il va manipuler que celui qui se laisse manipuler, donc automatiquement, il va instruire l'homme. On a eu longtemps des manipulations, d'ailleurs on en a encore, des manipulations qui sont d'ordre psychologique, d'ordre astral, d'ordre collectif. Donc, qui arrivent à l'insu de l'homme, à l'insu de la femme, à l'insu de l'enfant. Lorsque celui-ci rencontre un maître dans l'astral, lorsque celui-ci rencontre un maître dans sa tête, lorsqu'il prend contact avec un maître, avec une farce monumentale, lorsqu'il rencontre ce maître, lorsqu'il parle avec ce maître, il se fait manipuler, et c'est un viol psychologique, il se fait manipuler par ce maître, et il ne le sait pas. Alors, à un moment donné, l'homme va se faire manipuler, l'homme va découvrir la manipulation dans un corps de chair, dans l'enfant nouveau. Alors, il va apprendre, veut pas, à fonctionner avec la manipulation, donc à fonctionner en se désassujettissant de tout ce qui est manipuleur. Alors, que ce soit au niveau du plan psychologique, au niveau des plans astraux, au niveau des mondes parallèles, au niveau de quelle que soit la forme de manipulation, l'homme va apprendre dans le textuel, dans l'incarné, dans le vivant, avec l'enfant nouveau. Donc, l'enfant nouveau va s'occuper d'instruire l'homme pour que l'homme puisse bâtir un cadre évolutif, un cadre d'évolution, un écosystème d'évolution qui va être adapté à l'enfant nouveau. Et sachez bien qu'au fur et à mesure que l'homme va devoir vivre une relation avec l'enfant nouveau, l'homme va prendre. Et l'homme va être de plus en plus libéré, l'homme va être de mieux en mieux, comme l'enfant nouveau va être de mieux en mieux. Alors, qu'est-ce que c'est que de parler de mental à mental? Ça veut simplement dire que si à un moment donné, comme j'expliquais à Roger de Relais à un moment donné, c'est que si tu as une tache de moutarde sur ta moustache, ben moi, je te le dis. Puis toi, ça te dit, ah oui, bon, ben tu l'autres. C'est réglé. On continue. Alors, si je suis dans une pièce et que je jase avec quelqu'un et que l'enfant nouveau rentre, je vais lui dire, je suis en train de jaser avec, j'aimerais mieux qu'on jase tout seul. Fait que peux-tu nous laisser en paix? L'enfant nouveau s'en va. Il n'est pas frustré, il n'est pas insulté, il n'est pas quoi que ce soit, il s'en va.
Mais la journée où ce que lui va te dire, moi je parle tout seul ou je vais être tout seul, peux-tu t'en aller? Toi, tu vas commencer à dire, mais pourquoi? Non, j'aimerais juste jaser un petit peu. Lui te répond, non, non, mais là, je vais avoir la paix, je ne vais pas jaser. Ben voyons donc. Si vous faites ça, la journée que vous allez vouloir jaser puis qu'il va rentrer lui, ça n'ira plus. C'est donc un danger d'être émotif et d'essayer d'embarquer l'enfant nouveau par notre émotion. Moi, ça m'insulterait si on me dirait de m'en aller, que je suis trop. Alors, si l'enfant nouveau me le dit, je vais m'arranger pour rester. Mais la journée que moi, je vais vouloir qu'il s'en aille, je vais devoir lui dire, va-t'en, j'aimerais changer tout ça, je te verrai après. Lui va commencer à jouer le jeu que je lui ai enseigné, celui de l'illusion, celui du mensonge, celui de la manipulation. Puis là, moi, je vais devoir lui expliquer, puis rentrer dans un paquet de mécanismes, comme on est obligé de le faire présentement, pour faire comprendre, parce que si l'autre ne comprend pas, bien, ça ne marche pas. Puis si moi, je suis pas sûr qu'il a compris, bien, je me sens mal. Alors, tout à l'heure, j'étais dans une salle en train de jaser avec quelqu'un, et on a une personne qui rentre, une personne qui fait le PMC, et la connaissant, ben, je lui ai dit, on est en train de jaser. Alors, j'espère que vous n'avez pas monté votre campement ici. Non, non, il n'y a pas de fait. Ils sont sortis, puis ils sont en allés. Puis je me demande pas s'ils ont été frustrés, parce que je sais qu'ils n'ont pas été frustrés. Puis s'ils l'auraient été, tant pis pour eux autres, c'est deux affaires. Mais j'étais sûr qu'ils ne l'étaient pas. Et j'ai pas besoin de passer par 56 000 explications, et ça, vous devez en arriver à ce point-là immédiatement. De cette façon, vous ne souffrirez pas avec les enfants, puis on va cesser d'emmerder les enfants. Quand on parle de simplicité, c'est quoi la simplicité? Bien, la simplicité, c'est ça. Un matin, je me lève, ça me tente pas de parler. Alors, tout le monde veut me faire parler pour que je leur explique pourquoi ça me tente pas de parler. Hein, vous avez déjà vécu ça? Jusqu'à temps que vous tapez ou que vous vous mettez en colère ou que quelque chose se passe. Pour leur faire comprendre que vous voulez la paix. Alors, pourquoi qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, non, non, parle-moi pas, pour l'instant, là, je vais avoir la paix. Tu sais, pourquoi qu'on ne peut pas? J'expliquais à un moment donné que lorsque l'enfant est malade physiquement, il a le droit de ne pas aller à l'école. Mais lorsque psychologiquement, ça ne tente pas d'aller à l'école parce que ça ne va pas, il n'a pas le droit. Seul l'adulte a le droit à prendre une journée de maladie en comptant une menterie. Oh ben là, j'ai la grippe aujourd'hui, là, je ne rentrerai pas travailler. Parfait, clic. Tu es content pour avoir un film. Mais ça, l'enfant n'a pas le droit de faire ça. Juste l'adulte a le droit de le faire. Mais ça, il faut que ça change parce que l'enfant va se l'autoriser, ce droit-là. Mais si on éduque l'enfant d'une façon malsaine, c'est-à-dire que si l'enfant, on lui explique jamais l'intelligence d'apprendre des choses, bien, il va vouloir ne pas aller à l'école jamais. Même affaire que pour vous autres. Si on ne vous paye pas, parce que qu'est-ce qui fait que c'est intelligent pour vous autres de travailler? C'est le salaire. Hein? C'est pour ça qu'on fait des grèves régulières, c'est le salaire. Ça a l'air de rien, mais c'est ça. Bon. Alors, si à un moment donné, on ne vous donne pas de salaire, vous regardez simplement ceci. Vous gagnez 15 000 par année. Alors, moi, je fais un deal avec vous autres, je vous paye cash au début de l'année. Et vous devez travailler l'année pour moi, mais je ne vous paye plus. Je vous ai payé pareil. Ah, tout le monde bien emballé. Mais après 6 mois de travail sans être payé, puis que le 15 000 est dépensé, là, vous ne voudrez plus travailler. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas compris l'intelligence du travail. Et présentement, la seule motivation du travail pour la grande majorité, c'est le salaire. Alors, l'enfant, son salaire à l'école, on lui dit, mais quand tu vas être plus vieux, imaginez-vous, parle à un enfant, puis on veut que je sois plus vieux. Bon. Hein? Alors, vous savez ce que c'est quand il pleut? Quand c'est plus vieux, le moral est bas. Mais c'est ça. Quand on dit ça à un enfant, le moral tombe aussi. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que l'enfant n'a pas de salaire, et en plus, on ne l'instruit pas de l'intelligence de s'instruire. L'enfant ne sait pas pourquoi il doit apprendre. Il sait pourquoi il veut jouer, mais pas pourquoi il veut apprendre. Alors, évidemment, c'est sûr que si on n'éduque pas l'enfant, lorsque l'enfant va décider qu'il prend un congé psychologique aujourd'hui, il va en prendre à l'année longue. Comme vous feriez pour le travail, s'il n'y aurait pas le salaire au bout. Alors, il faut bien comprendre que l'enfant nouveau, c'est un enfant adulte. Et ce que vous aimez, ce que vous vivez, ce que vous voulez, il fait. Il veut, il sent, il vit, même s'il est jeune. Qu'il ait 12 ans, 13 ans, 14 ans, qu'il ait 11 ans, 10 ans, qu'il ait 7 ans, 8 ans, 6 ans. Ça ne dérange pas, il fait. Alors, on doit commencer par essayer d'éliminer toute la grosse farce sociale que l'homme appelle la politesse, que l'homme appelle la diplomatie. C'est nécessaire, sachez bien que c'est nécessaire entre ceux qui ne comprennent pas et ceux qui comprennent. Alors moi, je suis diplomate. Je suis hypocrite avec tous ceux qui ne comprennent pas.
Alors, si une personne serait rentrée tout à l'heure dans la salle, ben, j'aurais essayé de lui faire comprendre par un paquet de facéties de singes que j'aimerais bien qu'elle s'en aide, qu'elle nous laisse en paix. De façon à ne pas frustrer son ego, à ne pas perturber l'harmonie chez elle parce qu'elle n'est pas capable de la tenir, son harmonie. Son harmonie, sa paix intérieure, dépend de ce que je vais lui dire. C'est comme ça qu'on fonctionne. Votre paix intérieure dépend plus souvent de ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, c'est une lacune qui vaut 0. Parce que l'extérieur n'est pas sous votre contrôle, donc votre paix intérieure n'est pas sous votre contrôle. Alors, la personne qui est rentrée, si je ne la connais pas ou si je ne peux pas la connaître vibratoirement parce qu'elle n'a pas encore commencé à parler, si je veux la mettre dehors, ben, je vais faire un paquet de choses. Et si c'est une personne à qui on peut s'adresser mental à mental, donc d'adulte, d'humain à humain, d'humain debout à humain debout, je lui dis. Et elle s'en va. Et ça, on doit travailler comme ça entre nous. Et vous allez voir tout le temps et l'énergie perdue dans des facéties de singes, d'hommes anciens. Et parce que sachez bien que la politesse, quand elle disparaît de votre mode de vie, pourquoi faut qu'on éduque un enfant à être poli? Pourquoi faut-il qu'on déforme l'enfant pour qu'il plaise à notre morale sociale? Pourquoi faut déformer? Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas d'instruction, l'enfant n'a pas encore, et l'adulte ne l'a pas non plus, donc il ne peut pas lui en parler, la connaissance de l'intelligence de la relation humaine. Alors moi, si je sais vivre, je n'ai pas besoin qu'on me montre à être poli. Et le savoir-vivre qui est enseigné est une farce. C'est une déformation, une dénaturation d'un individu, d'un enfant ou d'un adulte, pour essayer de faire en sorte qu'il va marcher comme un robot. Et quand on dit que l'homme nouveau va être robotique, et ceux qui en ont des enfants nouveaux vont regarder si sont robotiques. Vous allez voir, vous êtes pas mal plus qu'eux autres. Alors, au lieu d'être déformé pour apprendre à savoir vivre, pour apprendre à être poli, pour apprendre à saluer monsieur le curé, pour apprendre à ôter mon chapeau quand je rencontre telle personne, pour apprendre que si je rentre dans telle église, dans tels endroits, l'homme doit se dévêtir puis pas la femme, pour apprendre un paquet de farces qui, comme telles, n'ont pas de valeur. Au lieu d'éduquer l'être, l'enfant, à vivre, on l'éduque à dévivre. On l'éduque à se camoufler. Alors, c'est bien plus important qu'il apprenne à manger avec un ustensile qu'il apprenne à comprendre ce qu'il fait là. C'est bien plus important qu'il apprenne à ne pas péter en public, qu'il apprenne à comprendre, encore une fois, comment il vit, quelles sont ses souffrances, comment connaître le monde, comment se bâtir. Qu'est-ce qui est important dans notre éducation? Tout ce qui ne l'est pas. Puis qu'est-ce qui n'est pas important? Ben, ce qu'il serait. Apprendre à vivre. L'enfant, il sait vivre, il vit. Alors, lui peut nous instruire de ce que c'est la vie. Nous autres, on doit par contre l'instruire des limites sociales. C'est important parce que l'enfant ne connaît pas les limites sociales, mais il connaît la vie. Nous autres, on connaît les limites sociales, on ne connaît plus la vie. Alors, je dois dire à l'enfant qu'il y a certaines choses à certaines places qui ne se font pas, qu'il y a des limites de vitesse sur la route parce qu'il y a beaucoup de monde. Là, j'explique pas ça à un enfant de 12 ans, ça, il comprend tout ça. Puis c'est un enfant de 4 ans. Bon, l'enfant nouveau. J'explique les limites sociales, les lois. Je peux aussi lui faire comprendre que certains individus sont dangereux de par le fait qu'ils ne comprennent pas leur expression, qu'ils ne comprennent pas la manipulation auquel ils sont soumis, qu'ils ne comprennent pas certaines choses. Donc, je dois instruire l'enfant que le monde n'est pas nécessairement comme le milieu qui l'entoure. Mais pas lui faire peur. Je l'amène d'un taudis. Je l'amène voir des clochards. Il faut qu'il découvre le monde, il faut qu'il apprenne tout de suite. C'est ça, apprendre à vivre. Il faut qu'il apprenne tout de suite comment c'est le monde. Mais lui va me montrer comment vivre. Mais c'est pas ça qu'on fait dans nos sociétés. La société, c'est une cage. Puis on veut montrer à l'enfant, regarder à travers les barreaux, de façon à ce qu'il ne puisse pas voir les barreaux. Et ça, on appelle ça l'éducation sociale. Ce qu'on fait. Alors, t'es bien dans la société, t'es bien. Même si t'es pas bien, t'es bien. Alors, si tu as l'affaire que tu veux faire puis que tu peux pas le faire, pose-toi pas de questions, fais-le pas. Sinon, tu as une amende, sinon il y a ci, sinon il y a ça. L'enfant nouveau va instruire l'adulte ancien comment vivre, mais ça va être souffrant pour l'adulte ancien parce que non seulement vous ne savez pas vivre pour la grande majorité, l'adulte ne sait pas vivre, non seulement il ne sait pas vivre, mais en plus, il ne tient pas à apprendre à vivre parce qu'égoïquement, il aurait l'impression que pendant 30 ans, 40 ans, il a été imbécile. Alors, quand c'est un enfant qui vient te l'enseigner, c'est encore bien plus dur. Je connais une personne, présentement, sa fille, elle souffre d'anorexie mentale.
Et c'est pas un caractère d'enfant nouveau, c'est un caractère d'enfant ancien. Elle peut être extrêmement intelligente quand même, puis elle peut arriver à devenir un homme ou une femme nouvelle à un moment donné. Mais pour l'instant, elle souffre d'anorexie mentale. Alors, c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'elle n'a pas faim, elle ne veut pas manger. Alors, elle maigrit jusqu'à temps qu'elle meurt, puis elle est bien convaincue qu'elle est correcte. Alors, elle pèse 20 livres et elle est convaincue qu'elle est grosse. Alors, donc, elle souffre d'anorexie mentale. Et là, ce père a tenté de suggérer au psychiatre une solution pour sa fille. Depuis ce temps-là, le psychiatre ne parle plus. Et ça, c'est exactement ce qui se passe avec l'adulte par rapport à son enfant ou aux enfants. La majorité, pas tous, ça change. La majorité des médecins, lorsque vous leur dites ce que vous avez ou lorsque vous leur suggérez quelque chose, c'est réglé. Moi, j'avais 16 ans, à un moment donné, je souffrais d'une otite. Évidemment, il ne faut pas être sorcier pour savoir que j'avais une otite. J'avais tous les symptômes de l'otite, tu regardes dans le dictionnaire médical, puis ça confirme. Alors, je vais voir un médecin pour qu'il me prescrive des antibiotiques. Alors, je rentre dans la clinique et le médecin me demande, bon, qu'est-ce que tu as? Il me demande qu'est-ce que j'ai. Ah, ben, j'ai dit, j'ai une otite. J'aurais besoin de pénicilline. Là, il me regarde bien raide. Qui c'est qui t'a dit que tu avais une otite? Fait que là, j'ai dit, j'ai vu une infirmière avant, puis elle m'a dit que j'avais une otite. Ah. Parce que moi, pas question, je dis qu'est-ce que j'avais. Lui, il savait. Lui, pas moi. Alors, il a tout observé au complet, puis après ça, il m'a affirmé solennellement que j'avais une otite. Bon. Alors, il m'a prescrit de la pénicilline. Et puis, je me suis en allé. Alors, de mental à mental, vous savez, t'as une otite, parfait. Moi, il me vérifier quand même, c'est moi qui fais prescription. Moi, vérifier, ben oui, t'as raison, t'as une otite, parfait. Prescription, va-t'en. Pas ça. Il a fallu qu'il check la pression, check le cœur, qu'il check les orteils, tout. Pour pouvoir dire que j'avais une otite, il fallait que lui le dise. Ils ne sont pas tous comme ça, les médecins, mais ils sont souvent comme ça. Ils n'acceptent pas qu'un inférieur sache. Et l'adulte, la majorité des adultes, c'est ce qu'ils vivent avec leurs enfants. Ils n'acceptent pas que l'inférieur sache. Alors que l'inférieur n'est pas inférieur. Mais dans notre conception, c'est souvent ce qui arrive. Alors, si on regarde l'enfant nouveau, comment se transformer pour vivre avec les enfants nouveaux, bien, ça va être extrêmement bon pour l'homme, souffrant pour l'enfant parce qu'il va se faire aplatir, puis écraser, puis déformer, puis démolir complètement par l'homme ancien qui va résister. Ça va durer quelques 5 à 10 ans. Et évidemment, les enfants qui auront l'avantage de vivre dans une famille, disons, nouvelle ou en transition, ce sera plus facile pour eux autres et on aura du monde réellement heureux. Alors, il faut bien comprendre que l'éducation de l'homme, si on fait juste commencer dans la relation que nous avons avec le monde, à essayer d'être ce que nous sommes et arrêter d'expliquer pourquoi nous le sommes, on va sauver 3/4 de ce qu'on a à dire. Puis avec l'enfant nouveau, on va avoir une relation de respect réel, ce qui est beaucoup plus que l'amitié. Alors, il y a une grande question ici. Alors, il est dit, seriez-vous assez bon de me donner un renseignement, lequel pourrait très certainement me renseigner, alors ça va de soi, et par conséquent me rendre un grand service. Pourriez-vous me dire, concernant l'évolution, et face à l'être qui aura été très méchant sur la terre dans sa première vie, ce qu'il adviendra de lui? Ne faudra-t-il pas qu'il paye un peu pour ses fautes si on le compare au bon? Et son évolution dans sa deuxième vie suivante, ce que vous nous dites, Monsieur Kemp, il ne pourrait retomber dans les mêmes fautes à cause de son évolution. À ce compte-là, où se trouverait sa punition? Bon, alors évidemment, on parle... Cette question ici, elle est posée... C'est une personne qui est extrêmement... Et là, je parle à cette personne et j'espère simplement, disons j'espère, je m'en fous, mais enfin j'espère, que la personne va être capable, mental à mental, de pouvoir communiquer avec moi. Alors, si c'est son ego qui va avoir la réponse, l'ego va être frustré. Si c'est sa personne réelle qui va avoir la réponse, bien évidemment, là, elle va sans doute comprendre certaines choses, qui va sans doute l'aider. Alors, évidemment, elle est extrêmement stéréotypée par le simple fait qu'elle écrit la date sur la question, qu'elle écrit Monsieur Daniel Kemp, alors j'ai pas besoin du monsieur ou etc. D'ailleurs, Daniel, c'est suffisant. Elle répète en dessous monsieur. Il y a plusieurs répétitions. Alors, il faut juste faire attention que la personne, elle s'excuse un peu. Alors, elle est très laborieuse au niveau de sa question. Je vous remercie, un client. Donc, elle a déjà, elle précise qu'elle est un client
pour faire une démarcation. C'est évident que c'est un client, ça, c'est évident, on n'a même pas besoin de le dire, c'est quand même pas un disciple, parce que les disciples qui me suivent, ils vivent pas vieux. Bon, alors c'est pas un disciple certain. Et elle espère que la personne qui a fait du mal va être punie. Et c'est l'expression totale d'une personne qui fait le mal. Et parce qu'elle est convaincue qu'elle est dans un cadre de bien, elle espère qu'elle va pouvoir jouir de voir ceux qui font pas le bien souffrir. C'est ça, en fin de compte. On est ici. Alors, pourriez-vous me dire concernant, tu sais, ça se peut pas, elle ne peut pas arriver, il va falloir qu'elle paye, il va falloir qu'elle a fait le mal, il va falloir qu'elle paye pour, elle peut pas se réincarner puis dans un enfant tout beau, tout joli, puis y aller, parce que sinon, pourquoi faire le bien, pourquoi ne pas faire le mal? Alors, évidemment, sachez bien que c'est pas la psychologie de l'homme qui règle l'évolution. Pourquoi faudrait qu'une personne paye? Pourquoi prenons l'enfant, pourquoi lorsqu'un enfant commet une bévue et qu'il comprend? Pourquoi il faut quand même qu'il paye? Ça, il ne comprendra pas longtemps. L'intelligence de l'éducation que les parents vont lui servir. Alors, l'enfant nouveau, s'il commet une bévue royale, il a foutu le feu à la maison, puis qu'il comprend, puis que tu sais qu'il comprend, mais donne-lui pas une volée en plus, parce que là, il ne comprendra pas. Là, il va savoir que toi, tu n'es vraiment pas trop stable. Parce qu'il comprend. Quand vous comprenez de quoi, faut-tu qu'on vous punisse pareil? Faut pas. Ça sert à rien, c'est ridicule, c'est imbécile, c'est pas enfantin parce que les enfants sont plus brillants que ça. C'est tout à fait adulte. Alors, c'est la même chose ici. Lorsqu'une personne, sachez bien qu'une personne et quand on parle de faire le mal, disons que la personne va totalement en inharmonie avec sa propre énergie. Alors, toi, tu pourrais peut-être dire tout le monde fait le mal. Vu que tout le monde est en inharmonie avec son énergie. Mais lorsqu'une personne est en inharmonie avec même le cadre dans lequel elle vit, alors lorsqu'une personne est en... Sachez simplement ceci, que ce n'est pas à l'homme de juger si quelqu'un fait le bien ou le mal, parce que l'homme ne sait même pas ce que c'est le bien ou le mal. D'ailleurs, ça n'existe même pas. Il y a quand vous rentrez dans un mur, est-ce que vous faites le bien ou le mal? Mais votre corps physique, lui, il se pose même pas la question, il souffre. Et ce mécanisme s'appelle, en ésotérisme, la loi du karma, la loi d'action-réaction. Pas question de bien ou de mal, il est question d'action-réaction. Si le mur est en papier comme au Japon, passe à travers, puis il n'y a rien là. Si la femme de ménage passe, puis elle voit le trou, puis elle est plus forte que vous, bien, il y a action-réaction, vous allez payer pour. Mais il n'y a pas de bien ou de mal qui se fait réellement. Ça dépend du contexte, ça dépend de où ce que vous êtes, puis ça dépend des cadres autour. Quand Krishnamurti a dit, parce qu'on lui demandait, et je le cite parce que c'est le premier qui a amené cette réponse évidente dans le plan planétaire. Ça n'a pas été compris parce qu'elle était évidente. Monsieur Murti, que pensez-vous de la guerre? Et lui répond simplement, lorsqu'un individu dans une société tue, c'est un meurtre, on le met en prison. Et parce qu'un meurtre est commis par tout le monde, c'est fermé. La guerre, c'est un meurtre collectif, hein? Tout le monde va tuer, c'est faire le bien. Et même certaines religions, et même toutes les religions, disent qu'ils sont d'accord. Même que Dieu a des armées pour tuer dans d'autres religions. Alors, on peut se permettre, si tout le monde est d'accord, de tuer l'ennemi. Mais si moi, t'es mon ennemi puis je te tue, non. Vu que je n'étais pas l'ennemi de la collectivité, c'est plus pareil. Le bien puis le mal, oh, checker ça en maudit. Parce que celui qui veut faire le bien le fait mal, puis celui qui veut faire le mal, ben, il fait bien. De toute manière, c'est le mal qui en ressort. Hein? Ça, on le sait. Alors, on ne peut pas prendre quelqu'un, puis par rapport à nos concepts de ce que c'est le bien, comme l'éducation des enfants. On les éduque à partir de ce qu'on pense qui est bien. Puis on l'éduque mal. Puis après ça, on se demande comment ça se fait qu'on a cet enfant-là comme résultat. Ça fait normal. Hein? Il y a un peu lui, puis un peu toute la déformation qu'on lui a donnée. Ça peut pas être correct. Alors, de vouloir une personne qui est en désharmonie totale avec son plan de vie, avec ce qui se passe autour, elle ne peut pas se réincarner individuellement dans un être humain qui va évoluer. Elle va revenir avec une multitude de réincarnations dans un corps qui va être encore un corps à raffiner, une psychologie, un âme à raffiner, et elle va apprendre par la souffrance. C'est parce que l'être qui est en inharmonie avec la réalité n'apprend que par la souffrance, parce que sinon on ne souffre plus. On apprend par l'intelligence. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce qu'une personne qui commet des bévues toute sa vie et qui ne comprend rien se réincarne intégralement, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui arrive avec elle? Elle est assujettie au reste des autres personnages de même taux vibratoire,
Dans sa phase purgatorielle, ces corps vont lentement se dissiper par strates. Donc, après un laps de temps terrestre plus ou moins long, sa phase purgatorielle est terminée, c'est-à-dire que son âme, qui était bassement vibratoire, a été digérée par le plan collectif. Donc, cette partie-là n'existe plus. Lentement, elle va vivre une phase purgatorielle dans des plans de plus en plus élevés, jusqu'à temps que l'esprit de la personne se dissocie de l'âme qui va être réingurgité par l'astral collectif. Et là, l'esprit est libéré en attente d'un retour. Lorsque le plan psychologique de l'ego de ce personnage-là a été démoli par strate, donc digéré comme le corps physique l'est par le plan planétaire, par l'astral, par l'âme collective, par l'âme planétaire, lorsqu'il va y avoir réincarnation de cet ego-là, il va être pluralisé dans plusieurs égos et on aura la naissance d'un homme ancien ou d'un enfant ancien qui aura la probabilité, la possibilité d'être transitif et de devenir un homme nouveau. Mais seul celui qui comprend des mécanismes, seul celui qui commence à dissocier, à discerner sa partie mentale de sa partie émotive, seul celui qui commence à dire « c'est vrai que j'ai une émotion et c'est vrai que je suis capable de prendre des décisions non émotives, raisonnées, et c'est vrai que de temps en temps, mon émotion essaye de me pogner. » Celui qui voit ça risque fortement de se réincarner individuellement dans sa prochaine vie. Alors, celui qui fait le mal et qui le fait bien ne peut pas, sauf s'il comprend. Et lorsqu'un être comprend, pas intellectuellement, lorsqu'il cellularise ou lorsqu'il est initié, l'un est souffrant, l'autre ne l'est pas, lorsqu'il intègre sa compréhension, il ne recommence pas. Et pas parce que la loi l'interdit. Sachez que tout ce que vous ne faites pas parce que la loi l'interdit n'est pas porté à votre crédit. C'est pas vous qui ne le faites pas. C'est la société qui vous l'empêche de le faire. Tout ce que vous ne faites pas parce que c'est amoral, c'est pas porté à votre crédit. C'est pas vous qui comprenez. C'est parce que la collectivité vous juge quand vous le faites et vous n'aimez pas ça. Vous vous empêchez de le faire. C'est différent. Vous faites le bien. Non, pas plus. Le gars qui est en prison et qui aimerait tuer tout le monde puis qui ne tue pas parce qu'il est en prison, puis il n'a donc jamais tué quand il meurt, il va tuer au ciel? Il a tué personne. C'était un meurtrier. Il a tout fait pour tuer. Il n'a pas pu tuer. Alors, est-ce qu'il est plus libéré que celui qui a tué? Il faudrait qu'on pense à ce genre de mécanisme. Puis tout ce que vous ne faites pas parce qu'on vous l'empêche, c'est comme le gars qui est un meurtrier qui ne peut pas tuer. Hein? On a eu une grève de police à un moment donné ici, puis les honnêtes citoyens ont brisé plein de vitrines pour aller chercher des vidéos ou des télévisions. Les honnêtes citoyens, puis il y en a eu plein. C'est pour ça que l'armée est venue à un moment donné aussi, lors du FLQ. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde qui commençait à se sentir plus libre. La liberté dans l'homme ancien, c'est qu'on peut prendre ce qu'on veut. C'est pas la liberté de l'homme nouveau. Alors, tout ce que vous ne faites pas parce que vous avez peur, parce qu'on vous l'empêche, parce que vous êtes restreint, c'est pas porté à votre crédit, c'est pas parce que vous comprenez l'intelligence de ne pas le faire, c'est parce que vous ne pouvez pas le faire. Alors, faire le bien, faire le mal, faire bien attention. Et lorsqu'une personne revient, c'est parce qu'au niveau de sa compréhension, au niveau de son degré énergétique, de sa vibration, elle peut revenir. C'est pas l'homme qui décide ça, c'est pas un juge, c'est pas un dieu, c'est pas un homme, il n'y a rien qui décide ça, c'est ce qui se passe. Alors, quand un nuage passe, il passe. Soit laid ou beau. Comment se passera l'adolescence de l'enfant nouveau? Les désirs sexuels seront-ils plus précoces? C'est des drôles de questions. Hein? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Hein? L'enfant nouveau, ça vient de parents qui sont comment, eux? Très bonne Les conférence. yeux bleus. En passant, les yeux bleus, c'est une farce, là, parce qu'il y en a à un moment donné qui ont les yeux bleus qui pourraient s'imaginer que c'est ça. Les yeux verts aussi, puis les yeux verts aussi, puis les yeux bruns, puis il n'y a pas de yeux pantoute, puis bon. Alors, l'enfant nouveau, ça vient de parents qui sont comment? Premièrement, ça vient de parents qui sont normaux sexuellement. Une chose. Ah bon? Non, je pensais que c'était une question après. Ça vient n'importe comment. Vous savez qu'on fait, les parents font souvent l'amour de la nuit. Alors, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne voient pas ce qu'ils font. Et puis, les enfants naissent.
premièrement, génétiquement, ce que les parents ont de positif, donc d'harmonieux, d'efficace au niveau des plans physiques, si les deux parents ont des affinités qualitatives hautement avancées au niveau du plan physique, donc ils ont des bons corps physiques, bien entretenus, bien en santé, ils ont évidemment plus de possibilités de créer un corps en santé, un corps physique qui va être aussi adéquat, avec un ouïe fine, avec un odorat fin, avec une sensorimotricité bien développée. Évidemment, il y a quelques rares exceptions. Les caractères récessifs de nos arrière-grands-pères, donc de nos aïeuls, finissent par transparaître et ça crée des enfants qui ne sont pas ce qu'on pourrait dire parfaits, mais qui sont parfaitement parfaits pour pouvoir le devenir parfait. Donc, ça vient de parents normaux, sauf que ces parents-là doivent, évidemment... J'ai fait une conférence à un moment donné sur la conception de l'enfant, où on expliquait, et on va y revenir de toute manière en décembre, où on expliquait, disons, les mécanismes de la procréation intelligente. Alors, on n'a pas un enfant par accident, on n'a pas un enfant comblé des lacunes psychologiques, on a un enfant à un moment donné parce qu'on comprend le rôle et l'intelligence d'avoir un enfant. Alors, les parents sont donc des parents normaux, sauf que il y a plus de probabilité de naissance d'enfants nouveaux dans des parents qui se conscientisent, dans des parents qui intègrent, dans des parents qui se transforment avant la naissance, dans des parents qui changent, dans des parents qui sont en santé, mais évidemment, des parents complètement débiles peuvent mettre au monde un enfant tout à fait nouveau et un génie. Pourquoi? Parce que génétiquement, ce n'est pas le caractère évident, donc dominant chez l'adulte qui sort chez l'enfant. Il y a tout ce qui est récessif, donc qui ne paraît pas chez l'adulte, qui peuvent sortir chez l'enfant. Alors donc, si moi j'ai un caractère récessif qui est l'intelligence, et donc qui ne paraît pas, et un caractère dominant qui est l'imbécilité, donc qui paraît, et que j'enfante avec une femme qui a les mêmes caractères que moi, donc totalement imbécile, mais en caractère récessif, l'intelligence, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je donne un exemple. L'enfant peut, lui, exprimer les deux caractères récessifs, donc être totalement intelligent et pas du tout imbécile. Et les deux parents sont imbéciles. Alors, comment sont les parents? Ben, c'est ça. Un homme, une femme, si possible. Et puis, tout à fait normal. Il n'y a aucun problème. Si c'est une constatation, je suis spécialiste en psychologie infantile à l'hôpital de, je ne sais pas si c'est Saint-Jovite, Saint-Glinglin, en tout cas. Je me demandais ce qui arrivait à plusieurs jeunes que je traitais. Vous m'avez éclairé et je peux maintenant affirmer que ce que vous avez dit fait beaucoup de sens. Merci. Tu as répondu en même temps à ces questions-là. Quelle attitude doit-on avoir avec l'enfant nouveau? Je pense que tu as répondu aussi à celle-ci. Voulez-vous élaborer un peu plus sur l'enfant nouveau avant sa venue et après sa naissance? J'ai aimé votre façon de voir les choses. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire là-dessus, je crois? Avant, juste avant sa venue et après sa naissance, il y a quelque chose de particulier? Mais avant sa venue, c'est comme tous les enfants, hein? Ça veut sortir. Puis après sa venue, ben là, ça pleure, ça veut rentrer. Bon, une chose que je répète, c'est qu'on ne doit pas essayer de trouver des enfants nouveaux dans sa famille. C'est un terme à ne pas employer en termes d'éducation. Je reviens un peu sur l'attitude parce qu'il y a des choses qui sont importantes, parce que l'orgueil des parents, à un moment donné, était placé chez l'enfant dans le hockey. Il peut se transmuter dans l'enfant nouveau. Hein? Ce que je n'ai pas été, j'aimerais qu'il le soit. Fait qu'il va en devenir un enfant nouveau. Alors, il faut faire extrêmement attention parce que vous pouvez vous faire jouer des tours et c'est évidemment les enfants qui vont payer le prix jusqu'à temps qu'ils vous le remettent. Parce que quand on fait le mal, paye pour. Alors, élaborer un peu sur l'enfant nouveau avant sa venue. Alors, je répète simplement que collectivement, pour la première fois, les processus de réincarnation vont être individuels, c'est-à-dire que l'homme qui se réincarne est intégralement ou à peu près ce qu'il a été dans sa vie matérielle et en plus, il pourra additionner à son expérience de nouveau-né ce qu'il aura été dans sa vie de mort. Donc, dans les plans purgatoriels ou infernaux. D'ailleurs, non, infernaux non, parce que ceux qui vivent des plans infernaux se réincarnent divisés, pluralisés dans des corps normaux.
d'hommes anciens. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas connaître les énergies que religieusement on appelle le ciel ou ces choses-là, s'ils vivent des phases infernales. Et toutes les énergies qui, dans le plan psychologique, sont de degré infernal. Or, l'exemple qu'on peut donner d'une personne qui vit une phase infernale, on dit éternellement, c'est-à-dire que l'énergie qui est infernale au niveau de l'âme est une énergie qui est tout proche du niveau matériel et qui, à un moment donné, va simplement être digérée et va se transformer en matière. Et de toute façon, ce n'est pas éternel. Pour l'homme, oui, mais un jour, la matière va être aussi subtilisée et elle sera aussi luminisée. C'est ça. C'est compliqué, des fois, il faut inventer des mots au fur et à mesure qu'on parle. Alors, ce qui arrive, c'est qu'une personne, l'exemple le plus facile à comprendre, c'est une personne qui est alcoolique toute sa vie, qui, presque né, on lui donnait quasiment de la boisson pour l'endormir lorsqu'il était enfant aux couches. Et puis, il a vécu alcoolique toute sa vie, et à un moment donné, il meurt. Et tout ce qu'il a comme phase psychologique, c'est de boire, de retourner dans ce contexte. Et dans le plan, donc dans le monde des morts, il pourra vivre avec les vivants, parce que sachez bien que le monde des morts n'est pas loin du monde des vivants. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui n'a plus de corps, il y en a un qui en a un. Donc, l'un peut expérimenter et évoluer, tandis que le mort ne peut pas. Et c'est pourquoi le mort cherche à contacter les vivants en les manipulant, en apparaissant comme des maîtres ou par le spiritisme ou par différents autres mécanismes. Et lorsque cette personne rentre dans sa taverne préférée et qu'elle s'assoit à une table et qu'elle essaie de boire, bien évidemment, elle n'a pas de corps. Alors, elle ne boit pas. Donc, elle a tout le désir de l'alcoolisme, mais elle n'a pas la satisfaction de l'alcoolisme. Alors, elle est là, elle essaye, elle pénètre dans le vin, elle fait tout ce qu'elle peut et elle n'a rien. Alors, c'est tout à fait infernal, c'est l'enfer. Et à un moment donné, cette entité-là va être matérialisée, c'est-à-dire qu'elle va carrément disparaître. Donc, évidemment, elle n'évolue pas dans le sens de l'âme conventionnelle. De ce fait, on peut dire que celui qui va aux enfers finit par est là éternellement. Maintenant, c'est une partie de l'ego. Le reste continue à évoluer, parce que sachez bien que l'âme vit des choses de même, mais l'esprit ne vit pas ça. Alors, donc, l'enfant qui va revenir, celui qui revient avant, de la préparation de cet enfant, il va, premièrement, naître, colorer quelque peu. La seule déformation qu'il aura à sa naissance, c'est disons, lorsqu'il va traverser tous les schémas astraux qui sont manipulés par les astres. Donc, il aura un signe de naissance zodiacal qui déterminera très mal ce que cet enfant devrait être s'il est un enfant ancien. Et vu qu'il sera un enfant nouveau, il va piler facilement sur Jupiter et Saturne et Mars et tout ça. Il va les envoyer promener. Et il ne pourra même pas être horoscopié. C'est-à-dire qu'on ne pourra même pas essayer de le forcer à devenir ce que l'horoscope tend à vouloir de lui, parce qu'il ne sera pas, en vieillissant, assujetti à ce genre de mécanisme. Alors, l'enfant nouveau, donc, avant sa naissance, est un enfant qui va, d'une façon énergétique, choisir sa famille. Ce que l'enfant ancien fait aussi, il énergétiquement choisit sa famille, c'est-à-dire que selon ses capacités, il est attiré par un corps particulier qui peut lui permettre d'exprimer ce qu'il est. Alors évidemment, le plan génétique détermine la corporalité, ce qui fait qu'une entité intelligente va arriver dans un corps neurologiquement préparé à exprimer l'intelligence. Alors, ce qui fait que l'enfant nouveau, donc, va évidemment naître dans des corps toujours en santé. Je parle en santé du niveau évolutif, donc il peut même se payer le luxe d'une main difforme, sauf qu'au niveau neurologique, il aura un corps physique qui lui permet d'affirmer et d'exprimer ce qu'il est. Parce que le cerveau, ça fait partie de l'esprit. Je veux dire, il n'y a pas d'esprit sans cerveau et de cerveau sans esprit. Exactement. C'est le cerveau qui exprime l'esprit. Donc, l'esprit n'est pas attiré dans un corps sans cerveau. Et le cerveau, totalement bien bâti, attire automatiquement un esprit. Alors donc, l'enfant choisit, mais pas égoïquement comme on peut penser. Bon, je regarde, non, lui, j'aime pas. Lui, non, il n'y a pas des beaux jouets. C'est pas comme ça fonctionne, hein? Alors, énergétiquement, il est attiré par le corps en création et automatiquement, il vient l'habiter. Et lorsqu'il naît, il a le corps adapté à ce qu'il est. Et c'est pourquoi, lorsqu'on veut entrer en contact avec des énergies différentes, il faut que le corps physique se transforme, parce que le corps physique ne peut pas le supporter, il ne peut même pas l'attirer. Et qu'est-ce qui nuit le plus au corps physique dans son évolution? On l'a déjà vu dans une conférence sur la séparation des corps. C'est le corps psychologique, donc la psychologie, l'émotivité, le corps astral, qui tend à donner, à régir le corps physique à partir des lois psychologiques, ce qui n'a aucun sens, évidemment. Alors, quand je disais que l'homme ne nourrit pas son corps physique, il nourrit sa psychologie, que l'homme habille sa psychologie, n'habille pas son corps physique, que l'homme maquille sa psychologie, mais maquille en même temps son corps physique, mais le corps physique n'a pas besoin.
que l'homme se déplace partout avec son corps physique, même là où le corps physique ne devrait pas aller, que l'homme fume pour sa psychologie, mais le corps physique n'a pas besoin. Alors, à un moment donné, cette psychologie-là va interférer sur le corps physique et on va avoir des perturbations qui peuvent donner aussi des enfants qui auront des corps physiques dégénérés. Et évidemment, l'esprit ne vient pas, c'est-à-dire que l'intelligence, une entité, un enfant nouveau ne naît pas dans un corps qui ne peut pas l'accepter. Ça, c'est évident. Alors, donc, la préparation antérieure à la naissance, c'est que l'enfant vient donc choisir, c'est-à-dire qu'il ne choisit pas, mais automatiquement, il est attiré. Et le corps attire comme lui attire, donc il y a une connexion entre un corps qui lui permet de vivre, et la famille peut ne pas être adaptée au corps. Deux parents débiles mettent un enfant génial au monde, ben l'enfant, par le milieu, risque de ne jamais être génial, parce qu'on l'aura empêché. L'enfant nouveau qui vient au monde, par contre, sera génial, mais moins génial si le milieu ne le permet pas, parce qu'il aura évidemment à mettre toute son énergie dans la résistance qu'il devra opposer à ses deux parents, à ces deux gnoufs. Des fois, le génie, ça vient de là, de la résistance qui est opposée ou de l'obstacle. Chez l'homme ancien, surtout, oui, parce que c'est la souffrance qui est amenée par la résistance à l'obstacle qui crée l'expérience, donc amène l'homme à arriver à ce génie. Mais chez l'enfant nouveau, il n'a pas besoin de souffrir pour apprendre. Il a besoin, parce qu'il va vivre l'intelligence même de ce que c'est que l'amélioration, l'apprentissage, alors il n'a pas besoin de ce mécanisme de souffrance. Il a besoin d'être endossé plutôt. Oh, ça. Ici, il reste deux questions qui ont trait toutes les deux au programme maître-contrôleur. Alors la première dit, l'école que vous avez, c'est où pour les cours PMC? Et quelles en sont les exigences? La deuxième dit, je suis présentement le PMC. Pour moi, ça a été le cours le plus transformant de ma vie. Pensez-vous que ce serait bon pour mon fils de 13 ans? Bon, alors on va y aller une à la fois. Alors, l'école que vous avez, je n'ai pas d'école. C'est où? C'est ici. C'est-à-dire que les cours sont donnés au centre de l'universalité parce que présentement, c'est un des rares endroits qui fournit un gymnase, qui fournit des salles de cours, qui fournit des douches, qui fournit une salle de conférence, qui fournit un peu de tout. Alors, ce qui fait qu'évidemment, je n'ai pas besoin de courir ailleurs pour l'instant. Plusieurs personnes donnent le cours PMC, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs professeurs, évidemment, qui font le PMC et qui sont très avancés et qui le donnent. Alors, donc, ça se fait ici simplement. Et pour l'information, il faut voir Mario Gosselin. C'est notre relationniste. Et quelles sont les exigences? Premièrement, assister à une ou deux de mes conférences, parce que si vous partez pendant la conférence, ben, le cours PMC, ce n'est pas pour vous non plus. Et c'est une première exigence, pour la simple raison qu'il faut voir énergétiquement si ça va. Et la deuxième chose, bien évidemment, c'est simplement de le faire. Et après le séminaire intensif, si ça ne vous plaît pas, c'est parce que vous n'avez pas d'affaires là. Alors, le centre rembourse intégralement, ce qui fait que vous ne perdez rien, comme ça, vous le savez. Il n'y a rien de mieux qu'en goûtant de l'eau pour savoir si elle est sucrée ou salée. Et la personne ne risque rien. Elle ne risque que de trouver ce qu'elle cherchait, parce que sinon, ben, c'est pas ça. C'est pas ça que je pensais, c'est pas ça que je voulais, puis j'ai rien perdu, puis ça m'a rien coûté, puis je m'en vais. Puis si c'est ça que tu voulais, ben c'est ça que tu le savais, puis tu le sais. Alors, les exigences, on n'a pas besoin d'être fantastiquement exigeant. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il faut que tu le fasses. Par contre, pour PMC2 ou plus, il y a des exigences, c'est-à-dire qu'il faut que la personne veuille travailler sur elle. Il faut qu'elle veuille travailler en faisant fi de son ego, parce que sinon, elle va souffrir. Il faut qu'elle veuille travailler dans le plan physique, parce qu'elle doit avoir un corps physique adéquat. Et évidemment, le cours est adapté à la personne, mais elle doit mettre de l'énergie là-dedans, et ça peut être difficile pour certaines personnes. Elle doit aussi vouloir travailler dans son plan vital, donc elle doit se réénergiser, mais ça, ils veulent bien, parce qu'ils voient là la facilité après ça de vivre. Travailler dans le plan de l'ego, c'est plus compliqué, parce que là, ben, tu veux savoir tes vérités, puis quand on te les dit, ben, tu pensais pas que c'était ça. En fait, tu veux qu'on te dise les vérités que tu veux qu'on te dise, hein, évidemment. Alors, évidemment, il faut que la personne, évidemment, oui, souvent, il faut que la personne, c'est ça qui est plaisant quand tu peux même t'observer quand tu jases, tu peux même t'auto-critiquer, puis tu n'as pas besoin des autres pour te le dire. Mais c'est normal, c'est plaisant, c'est comique, c'est pas frustrant, c'est constructif. J'aime autant le savoir de par moi-même pour pouvoir arrêter de m'amuser que les hommes polis me le disent pas puis qu'ils en risent tout en coulisses. Bon. Alors, il faut vouloir travailler, évidemment. Et lorsque la personne veut réellement se prendre en main, donc payer le prix, pas juste en argent, en sueur, en énergie, bien évidemment, le cours est transformant. Sinon, le cours, il ne transforme rien pantoute. Mais elle ne perd rien à s'essayer, ça va de soi. Alors, les exigences, c'est ceux-là. Évidemment, il faut s'inscrire. Je suis présentement le PMC. Bon, pour moi, c'est le. Pensez-vous que ce serait bon pour mon fils de 13 ans?
Alors, je pense premièrement que le fils de 13 ans, c'est à lui qu'on devrait poser la question, pas à moi. C'est déjà une chose. Faut qu'on lui demande son avis. Et autre chose, c'est que tant que les parents ne font pas le PMC, le cours ne peut pas être bon pour les enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant va apprendre des choses, l'enfant va expérimenter des choses, l'enfant va peut-être vouloir commencer à travailler. Et si le parent ne suit pas, déjà que c'est compliqué quand l'enfant le fait tout seul, si en plus il est motivé et qu'il veut le faire et qu'il y a des techniques, disons, plus facilement que d'avoir à aller chercher, parce qu'au niveau PMC, il faut bien comprendre que toutes les techniques sont des techniques totalement nouvelles qui ne datent pas de 2000 ans, qui datent de 2 ans et qui donnent des résultats, évidemment, relativement à l'homme nouveau. Et on ne peut pas donner un cours. Il va y avoir prochainement un cours, sans doute, du Kikaido, qui est une forme d'art martial développée au niveau du PMC pour les enfants, parce que là, il n'y a pas de conflit d'intérêt, parce que l'enfant vient apprendre, vient s'amuser. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on éduque un enfant de 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans, on ne parle pas de psychologie et de cossin comme on fait présentement. Évidemment. Hein, on n'est pas là pour faire de spiritualité avec l'enfant et lui faire croire des choses. On est là pour qu'il vive. Alors, c'est un travail différent. Au niveau du PMC, alors c'est la même chose. À un moment donné, il y aura des cours pour les enfants, mais ce sera les enfants des parents qui font le PMC, parce que l'éducation, ça ne se fait pas juste 1 heure ou 3 heures par semaine. Hein? Ça se fait à la maison, ça se fait partout. Alors, lorsque l'enfant, par exemple, apprend à respirer ou découvre qu'en respirant de telle manière, il est mieux, lorsqu'il a un problème, alors évidemment, il s'en réfère à ses parents, puis ses parents lui disent, ben là, moi, je sais pas, moi, respirer, tu demanderas à ton professeur mercredi prochain. Ben, il ne faut pas à peine qu'il vienne faire le PMC, l'enfant, parce que là, réellement, c'est de l'information qu'on donne, on l'intellectualise, puis on lui nuit beaucoup plus que d'autres choses. C'est mieux qu'il n'en sache pas trop, puis lorsqu'il pourra tout savoir, qu'il pourra se prendre en main, qu'il vienne. Donc, lorsqu'il sera adulte. Sinon, il faudra que le cadre familial donne un coup de pouce. Je présume aussi qu'il est préférable dans un couple que les deux conjoints suivent le PMC plutôt que l'un sans l'autre, là. Qu'est-ce que ça donne Est-ce quand que il y a tu as déjà connu 2 conjoints, un qui allait chez les disciples de Krishna, puis un qui était mort? Ah oui, ça existe. Ça existe. Oui, oui. Oui, mais ils restent pas ensemble. Pas longtemps, non. Non, non. Il y a un conflit aussi quelque part, c'est certain. Ils sont deux possesseurs de la vérité éternelle. Ça fait que là, elle vole en éclats. Oui. Alors, lorsqu'une personne fait le PMC, normalement, si elle veut entraîner son conjoint dedans, on lui recommande de ne pas faire ça. Parce que l'évolution de son conjoint, ça le regarde. Ils finissent par bien comprendre. Bon. Par contre, le conjoint, lui, ne comprend pas nécessairement que l'évolution de son conjoint, ça le regarde. Alors, ce qui va arriver souvent, c'est que la personne qui fait le PMC, ça ne le dérange pas que le conjoint ne le fasse pas, mais ça dérange souvent l'autre que son mari ou sa femme fasse le programme Maître Contrôleur. La majorité des personnes qui font le PMC sont soit célibataires, solidataires, soit que sont mariés et c'est le couple effectivement qui fait le coup. Et lorsque c'est le couple, bien évidemment, ça va super bien. Si c'est pas le couple, il y en a un qui est à la maison parce que soit qu'il y a des enfants en bas âge ou tout ça, alors il s'occupe des enfants et l'autre fait le cours et l'autre, ils travaillent ensemble pareil. Alors ils font le PMC tous les deux. Pas nécessaire que les deux soient présents, mais il faut au moins que les deux travaillent réellement sur ce qu'ils veulent faire. Alors il y a des livres de cours, tout ça, puis la personne, elle apprend suffisamment qu'elle peut quand même instruire ses enfants ou évidemment son conjoint, si le conjoint veut. Mais il n'est pas question de convaincre ou de propagande au niveau du PMC. C'est pas une méthode salvatrice pour l'humanité. Hein? C'est une méthode qui est efficace pour certains genres d'individus, et pour ça, il faut qu'ils l'essayent. Quand ça ne marche pas, à un moment donné, ils vont trouver de quoi ailleurs. Ou s'ils ne le trouvent pas, ils feront comme moi, ils créeront. Hein? C'est un peu comme ce toi avec d'ailleurs. Tout ce que tu rencontrais pas et que tu trouvais qu'il fallait que ce soit, ben, tu le bâtissais. Tu as payé pour, tu as appris énormément, mais c'est quand même une très bonne activité. C'est pour soi-même qu'on le fait. Exactement. Alors, ce qui fait que c'est préférable que les deux le fassent, ça c'est sûr, mais ça regarde les personnes et on ne peut pas forcer ni un enfant à s'inscrire, ni un adulte à s'inscrire. De toute façon, au niveau du PMC, la personne qui vient ici sans savoir ce qu'elle fait là, elle apprend rapidement que ce n'est pas sa place ou elle apprend rapidement ce qu'il faut qu'elle fasse. Quelle différence peut y avoir entre un programme maître-contrôleur, là, ce cours, et puis des mouvements ésotériques qui prennent les gens en charge, soit au niveau spirituel, tu viens juste thérapie, de dire etc. le mot magique, qui prennent les gens en charge. Et le PMC ne prend personne en charge. Et c'est compliqué pour les PM sautés. Le mot t'appelle. Ça évite qu'ils se prennent au sérieux. Ce qui est compliqué pour ceux qui font le PMC1, le séminaire intensif, comme celui que je donne la semaine prochaine, c'est moi qui le donne. PMC2, c'est des professeurs, PMC3, c'est des professeurs, et moi, je me mets le nez un peu là-dedans. Ce qui est compliqué, c'est qu'on les oblige à se prendre en main. Alors, il y a des techniques. Mais si tu es assis dans ton coin et que tu ne la pratiques pas, on ne va pas te motiver.
On t'explique l'intelligence en cours de ce que c'est. Et on te réexplique l'intelligence et on te réexplique. Si tu vas voir le professeur, il peut te parler dedans le caquet. Mais tu dois te prendre en main. Et moi, je ne donne pas tous les cours parce que le monde sont totalement assujettis à moi après 3 cours, sont convaincus que c'est parfait. Puis la journée que je ne me présente pas au cours, que c'est un autre, sont tous déçus. Il faut qu'ils apprennent à se prendre en main. S'ils sont déçus, c'est parce que je les prends en main. Et moi, je n'ai pas comme fonction de sauver l'humanité et je ne veux pas prendre personne en main. Alors, la différence entre le programme maître-contrôleur, programme qui veut faire en sorte que la personne devienne le seul maître chez elle, hein, que l'homme, elle, soit son seul maître, bien évidemment, c'est qu'elle se prenne en main. Et si on regarde la majorité des écoles traditionnelles ou des organismes, ceux qu'elle a énumérés, c'est qu'ils prennent l'homme en main. Venez me voir, vos souffrances vont cesser. On va s'occuper de vos problèmes. On va vous guérir. On va vous hypnotiser, puis on va vous épater. On va vous faire rencontrer n'importe quoi. On va vous donner un mantra qui va vous aider. On va. Ben, si vous venez faire le PMC, on ne va rien vous donner. On ne va rien vous donner. Vous allez être tout seul, vous allez apprendre des choses sur vous autres, vous allez découvrir des choses, vous allez apprendre des stupidités qui vous animaient ou des choses intelligentes et formidables qui vous animaient, mais c'est sur vous autres. Et ça va, chaque personne est à son rythme, le rythme est relativement rapide, mais de temps en temps, évidemment, il y a des problèmes. Parce que juste une expérience extrêmement banale qu'on fait faire en PMC2, on découvre un peu en PMC1, mais une expérience qui paraît niaiseuse, on a un gymnase, pas pour rien, parce que c'est tellement extraordinaire de voir les difficultés qu'un adulte va avoir à faire une culbute à terre. Et ceux, évidemment, qui font facilement peuvent rire. Mais ceux-là, on a d'autres choses pour eux autres. Bon, parce que c'est ça, tu sais, il faut dire, quand t'as pas faim, tu peux bien jeûner. Puis tu peux rire de celui qui a faim et qui a de la misère à jeûner. Hein? Bon. Alors, à un moment donné, tu as une personne qui ne peut pas. Puis là, elle regarde les autres, et plus elle les regarde faire, quand les 3 quarts de la classe sont pas capables, ça va. Quand tout le monde est capable, sauf elle, normalement, elle lâche le coup. Parce qu'elle se sent anormale. Et ça, bien évidemment, si on la pogne avant qu'elle sorte, elle se parler dans le caquet, elle est normale, elle est elle. Pourquoi qu'elle ne peut pas rouler sur le sol? Parce qu'elle a un paquet de mécanismes psychologiques qui la bloquent bien raide. Alors, cette personne-là, ça dans le PMC, c'est ce qui est amusant, chaque fois qu'une personne n'est pas capable, bien c'est la preuve que le cours est bon. Parce que si elle n'est pas capable, c'est qu'elle est limitée. Alors, c'est pas un signe qu'il faut qu'elle abandonne, c'est un signe qu'il faut qu'elle continue. Quand tu peux tout faire facilement, le cours n'est pas bon pour toi. Mais quand il y a quelque chose que tu ne peux pas faire, ben, il ne va pas chercher ailleurs. C'est la place. Alors, à un moment donné, ils finissent par arriver à rouler tout croche. Il y en a qui pètent en roulant la première fois. Puis là, on rit. Mais c'est ça, qu'est-ce qui empêche le monde d'être eux autres? Ben, c'est ces affaires-là. Moi, j'ai enseigné à des enfants, et que ça rit quand ça pète. Les adultes, bon, tout à fait normal. Puis en plus, tant mieux que tu pètes, ça te libère. Ben, c'est vrai. Tant que ça s'arrête là. Évidemment. Ça libère aussi. C'est plus emmerdant. Alors, on a plusieurs choses qui sont simples, amusantes. On a du fun, on va rire, mais de temps en temps, c'est tough dans les premiers cours parce que là, tu dois apprendre que l'homme psychologique, que l'ego que tu tiens à défendre n'est pas celui qui a à s'exprimer, n'est pas celui qui a à évoluer. Une fois que ça est passé, c'est facile. Tu vois bien clair, tu pratiques des choses, tu n'as plus peur, tu peux maudire Satan, tu peux faire plein de choses, tu fais la pluie et le beau temps dans ta tête, ça va bien. Mais évidemment, comme je dis, c'est qu'il y a un travail qui doit être fait, un travail qui est physique, et les personnes sont obligées de se prendre en main. C'est ce qui est le plus dur. Parce qu'ils recherchent un maître, ils recherchent un chemin, ils recherchent un guide, ils recherchent un sentier, ils recherchent... Tout sauf l'autonomie, en fait. Tout sauf l'autonomie. Alors, au niveau du programme maître-contrôleur, ben, l'autonomie, la personne, elle va soit voir ailleurs pour trouver un guide, ou bien elle décide d'être son seul maître et elle se prend en main. Mais il n'y a pas de diplomatie au niveau du PMC, c'est ça ou rien. C'est-à-dire que tu te prends en main et tu acceptes de te prendre en main, tu ne peux pas tout de suite, pas de problème, il y a un cadre, disons, d'éducation, le cours, qui va t'aider. Tu as peur de faire telle chose, on comprend. Tu ne veux pas surmonter ta peur, va voir ailleurs. On ne comprend plus.
On comprend, mais on veut rien savoir. Tu as peur de faire une roulade? On comprend. Tu veux même pas essayer, tu veux même pas t'inscrire pour ça, t'es pas dû pour le cours. Parce que vous ayez des lacunes, c'est normal. Que vous refusiez de vouloir les surmonter, Paradoxe. pas pour le cours PMC, ça peut pas fonctionner. Alors, quand tu donnes un séminaire intensif, là, comme au mois de novembre, là, au tout début, La semaine prochaine, oui. la semaine prochaine, est-ce que ça, c'est considéré comme un PMC 1 ou C'est le PMC1. C'est ça, le PMC 1. C'est le PMC1. C'est un cours qui est intensif pour la simple raison que, énergétiquement, ce qui se passe au niveau du cours, on ne peut pas l'échelonner sur plusieurs semaines. Et c'est intensif énergétiquement et aussi au niveau, évidemment, de ce qui est donné. Alors, si on fait un bref résumé, disons, du PMC1 et de l'utilité de ce cours, c'est que, premièrement, on explique un peu ce qu'est le racisme de l'initié ou de l'homme nouveau. On explique, on a un dictionnaire étymologique, donc un dictionnaire ésotérique formé au niveau du PMC pour que les personnes développent un vocabulaire, pour qu'ils puissent se comprendre, pour qu'ils puissent ajuster toutes les connaissances qu'ils ont ramassées dans le passé et qui, à un moment donné, fait qu'ils sont tous mêlés ou même qu'ils vont s'astiner entre religieux ou entre ésotéristes. Et ensuite, on va travailler sur le plan de la psychologie, c'est-à-dire que la personne, elle est portée, forcée ou presque, à découvrir la différence qu'il y a réellement entre le mental et l'astral, c'est-à-dire entre son plan émotif, psychologique et son plan raisonnant, intelligent, logique. C'est ceux qui ne font pas encore la nuance le font au niveau du séminaire intensif. Ensuite, tous les cossins idiots de l'évolution que l'homme recherche, être télépathe, voir l'aura des autres, pouvoir savoir ce qu'ils pensent. Bon. Tout un paquet de mécanismes imbéciles, le magnétisme, toutes ces choses-là que l'homme croit et que l'homme recherche comme étant un symptôme de l'évolution. Alors, une chose qu'on fait, c'est qu'on leur explique pas que c'est un symptôme de l'évolution, c'est qu'on leur montre en dedans d'une demi-heure à voir cette aura, à magnétiser, à faire tomber le monde, puis à faire des choses, puis à faire des petites guérisons, puis là, tout le monde tripe bien gros, tout le monde s'amuse bien gros, pour, en fin de compte, que ceux qui font le séminaire découvrent non seulement que ça existe, Pour le en démystifier. qui arrête d'y croire, démystifier, puis en plus, bon, maintenant que tu fais ça, là, ça marche, tu peux évoluer? Non, parfait. Fait que tu vois, tu vas arrêter de chercher ça, là. En PMC6, on reviendra sur la guérison, mais pour l'instant, là, tout le monde a vu l'aura, tout le monde a senti les picotements, tout le monde a fait tout ça, là. Parfait. Là, maintenant, on peut oublier, puis là, on peut commencer à travailler sur ce qu'il y a réellement à travailler, sur l'homme, sur ses problèmes, sur ses misères. C'est pas parce que tu vois l'aura des autres que tu es plus heureux. Alors, on passe par-dessus ces choses-là. Ça existe, on ne veut pas que la personne le croie, on ne veut pas qu'elle continue à se dynamiser dans sa croyance, elle le fait, elle le voit, après ça, on oublie. Bon. Alors, il y a plusieurs mécanismes, il y a plusieurs choses qui sont faites au niveau du séminaire intensif, de façon à ce qu'une fois que la personne a fini le séminaire, elle est fin prête. C'est un dégrossissage, Un dégrossissage. Elle est fin prête à faire n'importe quoi. Alors, qu'elle poursuive le PMC ou non, en tout cas, elle ne sort pas les poches vides. Alors, c'est un dégrossissage, un ajustement, un réajustement, et puis on explique, on parle évidemment de plusieurs choses que je n'explique pas suffisamment en conférence, soit par manque de temps, soit par manque peut-être de préparation. Faut qu'on prépare le terrain un peu, alors il faudrait faire des conférences plus longues. Alors, au niveau du séminaire, évidemment, il y a cet avantage-là, c'est que les personnes posent leurs questions au fur et à mesure qu'ils veulent, parce qu'on passe 2 jours complets ensemble. Bon, mais de quelle heure à quelle heure ces 2 jours? C'est de 10 heures aller jusqu'à 6 heures et de 10 heures aller jusqu'à tard, après le dimanche. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a une autre chose disons, qui est un peu plus intéressant, et c'est que les personnes qui font le PMC, au moins PMC1, sont plus ajustées à l'homme nouveau, à cette à cette vision nouvelle de ces mécanismes. Ils se connaissent plus. Alors, ce qui fait que chaque fois qu'ils ont un choc chez eux, ils sont capables de l'intégrer. Ils ne sont pas détruits par le choc. Alors, à un moment donné, si quelqu'un, par exemple, décède dans la famille, ils vivent le choc, mais ils l'intègrent plus vite que tout le monde. Alors, à un moment donné, c'est qu'en conférence, lorsqu'on dit des choses, il y a des chocs qui sont créés. Les vendredis, on en crée un petit peu, mais quand même, on essaie d'être un petit peu adouci. On en crée quand même, mais on ne peut pas aller trop loin parce que certaines personnes n'arriveraient pas à intégrer ces chocs. Alors, tu poses une question, comme tout à l'heure, on pose une question. Je l'ai faite un peu au niveau de la sexualité de l'adolescent nouveau. J'ai répondu de façon diplomatique, ça l'a fait rire un peu. Là, la personne, elle comprend certaines choses. Mais j'aurais pu aussi pousser de façon à ce qu'elle intègre rapidement, radicalement. Elle aurait compris des choses. Pas juste sur l'enfant nouveau, pas des choses. Mais si elle n'est pas prête, elle s'en va chez elle et à un moment donné, elle peut claquer. Alors, ceux qui ont fait le PMC, c'est étant plus ajusté, on peut se permettre, une fois par mois, par exemple, moi, je donne une conférence spéciale pour les PMC, une conférence qui commence à 1 heure et qui finit vers les 6 heures,
qui est hautement plus vibratoire, qui est beaucoup plus poussé, beaucoup plus haut. Et pourquoi? Parce que je sais que là, les chocs créés sont des chocs constructifs. Parce que l'idée, c'est pas de créer des chocs. Ça sert à rien de créer des chocs quand les chocs font que détruire. Il y en a qui s'amusent à créer des chocs. C'est plaisant. Ils voient le monde sauter, les cheveux qui se dressent, les calottes qui tournent, et que c'est plaisant. Mais c'est pas ça du tout. C'est pas évolutif. C'est ridicule. Alors, si on est écologique, on s'ajuste. Alors, la personne qui veut, par exemple, en avoir un peu plus, il y a le séminaire PMC. Si ça ne lui plaît pas, elle ne perd rien. Si ça lui plaît, après ça, elle poursuit, elle fonce plus loin. Jusqu'au Pérou? Jusqu'au Pérou. Est-ce cette cassette, il y a une époque, il y a eu une cassette qui était disponible pour les gens qui voulaient avoir de l'information sur le PMC. On donnait une cassette ici gratuitement. Est-ce que ça existe encore, ça? Non. Il n'y en a plus. Non, parce que les personnes venaient chercher plusieurs cassettes gratuitement, ils les effaçaient, puis ils s'en servaient chez eux. Ah, ok. D'accord, évidemment. Ça fait que là, je pense qu'on a pas mal d'informations. Si on en veut Il faut plus, voir Mario simplement pour les Gosselin, pour tous les informations, ou détails. voir ceux qui ont déjà fait le PMC. Ok, alors la semaine prochaine, on se retrouve en ta compagnie pour une conférence intitulée Psychologie de la femme nouvelle, tome 2, mais ce ne sera pas de la Ok. répétition. Ok, d'accord. Eh bien, on te remercie beaucoup, Daniel Kem. Merci de votre